Il est 9h moins le quart. Vous pouvez réagir sur l'actualité. Il y a Éric Revel qui se dit bah non mais Harrison Ford qui vient donner des leçons et qui remonte dans son jet privé autour du climat. Oui, ça vous met en rage. Jaloux, Eric. Non, mais moi j'aime bien Laurent Delahousse, si vous voulez. C'est un acteur. C'est pas lui qui est en cause. Non, c'est un acteur journaliste. Non, mais c'est lui qui a fait l'interview. Mais si vous voulez, qu'il n'ait pas la répartie de lui dire, mais monsieur, c'est bien de nous expliquer que c'est la fin du monde. Mais vous, comment vous êtes venu? Vous avez combien d'avions, combien d'hélicoptères? Il a une collection exceptionnelle, Harrison Ford, de voitures, d'avions, d'hélicoptères. Aux gens qui sont obligés d'avoir un diesel pour aller bosser tous les matins à Tourcoing, par des gens, si vous voulez, qui volent en jet privé, mais enfin ça révolte. N'empêche que quand même, parce qu'aujourd'hui il va y avoir une grande consultation publique là sur attention, qu'est-ce qu'on pourrait faire les uns les autres, parce qu'il peut y avoir plus 4 degrés dans une trentaine, cinquantaine d'années. C'est assez incroyable. Dans une cinquantaine d'années. Vous êtes inquiet vous par ça, ou est-ce qu'il y a une vision trop catastrophiste? Moi, je suis assez confiante parce que je crois en la science et je crois en la capacité de l'homme à trouver des solutions et à s'adapter. Donc, je reste assez confiante. Je pense qu'on réussira collectivement à trouver des solutions, à adapter notre mode de consommation. Je ne crois pas que la décroissance soit une solution. Et puis, je rejoins Éric Revel. C'est vrai que c'est ridicule, quoi. Et puis, de donner des leçons à la terre entière alors qu'on se promène en jet privé quand on est acteur, surtout que c'est un acteur plutôt à la retraite. Il aurait pu prendre un moyen un peu plus économique pour venir rejoindre le festival de Cannes. Il ne pouvait pas venir en train non plus il pouvait venir de Los Angeles en bateau ou alors pas en jet, privé. Mais bon, c'est les Américains. Il pourrait s'abstenir de donner des leçons. C'est surtout s'abstenir de donner des leçons, mais ça c'est le modèle américain. Mais je crois on trouvera des solutions, et je pense qu'il ne faut pas tomber dans un discours catastrophiste et surtout ne pas faire que la nouvelle génération soit dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété, au point par exemple de ne plus vouloir faire d'enfants. Ça, je trouve ça terrible. C'est ce qui se passe pour certains. On commence à y être. Pas tous, bien sûr. À 20 ans, d'essayer de vous avez vu la Cour des comptes qui, par exemple, elle veut réduire le nombre de vaches en France. Le cheptel bovin. Oui, parce que le CO2 relâché dans l'air par les bovins. Je sais bien. Vous n'êtes pas agricultrice, Lydia, vous connaissez pas ça. Je sais très bien. Non, vous savez, j'avais une vache quand j'étais petite en Kabylie. Je traite très bien les vaches. J'adore ça et je connaissais cette problématique. Mais je trouve que c'est pas par là qu'on réussira à réduire les émissions de carbone, d'autant plus que la France est un nain en termes de pollution dans le monde. C'est ailleurs que les enjeux à montrer l'exemple, globalement. Nous sommes très même bons si élèves. évidemment il y a bien sûr, mais quand on dit Éric Revel, quand on dit il faut revoir l'industrie, alors certes il faut mieux produire, mais il peut y avoir une inquiétude, c'est-à-dire tellement revoir l'industrie qu'il n'y en a plus, quoi. Oui, notamment en France. La nouvelle industrie dont on nous parle beaucoup depuis le sommet de Versailles, vous vous en souvenez, avec Elon Musk et Emmanuel Macron sur le tapis rouge des investissements internationaux, c'est juste avant Cannes. C'est une industrie verte quand même, c'est prévu, c'est-à-dire que on va pas refaire du haut fourneau dans les années 1970. Bon. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, et là, il faudra être vigilant, mais souvent les médias, on a aussi tendance, c'est normal, à zapper, à courir à l'actualité. Ce que je voudrais voir, c'est parmi les investissements étrangers qui arrivent sur le sol français, combien bénéficient de subventions publiques, c'est-à-dire d'argent du contribuable, et combien plient les gaules, si j'ose dire, une fois que les subventions sont asséchées. Vous voyez, ce côté plus et moins, au bout de 4, 5 ans, 10 ans, il faudrait quand même le faire de temps en temps, parce que c'est bien d'annoncer des choses formidables, mais quand les boîtes se retirent étrangères ou licencient des gens ici, on en parle un peu moins. Non, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait appel, par exemple, à une boîte pour améliorer, évidemment, notre environnement. On fait appel à des boîtes qui sont, par exemple, à l'autre bout du monde, qui vont venir ici produire, Taïwan, etc. Il y a quelque chose de complètement paradoxal, quoi, bien sûr, alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes ici. Sauf que on n'a peut-être plus les moyens de nos ambitions, ou on n'a peut-être plus envie et de créer ce que vous disiez tout à l'heure, la fameuse éco-anxiété, quoi, qui vient jusque-là, quoi, Lydia Guérousse. On n'a plus parfois dans certains secteurs les moyens de produire, on n'a plus ces compétences. Si elles viennent en France pour nous aider, ça peut créer des emplois, sortir des familles de la précarité. Why not, moi je suis pas contre, mais je crois que les emplois qui vont être créés avec les nouveaux investissements qui vont
qui vont sans doute arriver si ça se concrétise, parce qu'il y a encore un si. Ce ne sera pas des emplois comme ceux d'hier, hein, ce ne sera pas, bien sûr, dans l'industrie lourde. Il y a un changement et je pense qu'on l'a enclenché. Mais il faut vraiment pas tomber dans cette éco-anxiété. Il faut voir les choses avec beaucoup de positivité et croire en notre capacité à nous adapter et à recréer une dynamique, je pense, qui est assez positive. Mais vous voyez, la difficulté quand même, c'est vrai pour la France, mais pour plein de pays. Dans la révolution industrielle qui est enclenchée avec le digital et le numérique, la difficulté, c'est que les spécialistes vous expliquent qu'on ne connaît même pas dans 5 ans les métiers qui vont émerger. Bien sûr, donc ça veut dire, non mais c'est super important, parce que quand vous ne connaissez pas les métiers et les définitions de poste des métiers dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous voulez former des gens en amont à des métiers qui ne sont pas encore définis? On est dans une période à la fois enthousiasmante et très paradoxale. Donc ça rajoute à l'anxiété dont vous parlez. Il va falloir apprendre à s'adapter, à être extrêmement agile. On est dans ces cycles de création destructrice. Des emplois vont disparaître, n'existeront plus. L'analyse schumpeterienne, je vois. Et d'autres vont être créés. Il faudra que l'éducation nationale, d'ailleurs, s'adapte pour ne pas former à des choses qui n'existeront plus demain. L'éducation nationale qui elle-même a du mal à trouver du personnel pour pouvoir enseigner. Vous avez vu cet appel d'un collectif de parents d'élèves et actuellement on est en train de recruter des profs. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens journalistes, j'ai entendu par exemple, qui essaient de se recycler comme ça. Dans la société et dans l'actualité encore ce matin, il y a aussi la violence. Paul est avec nous de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe d'ailleurs. Oui. Paul, beaucoup de sujets en fait dans l'actualité et notamment aussi, indépendamment de ce qu'on vient de dire, ce qui nous interpelle aussi, c'est cette histoire d'agression hier au CHU de Reims avec l'infirmière qui est décédée ce matin et puis la personne, l'auteur qui a été qualifié d'irresponsabilité pénale. Il y a 1 an, il avait été mis en examen tout de même. Oui, tout à fait. Bon, après, il faut dire qu'il y a des précédents. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité il y a 5 ans, à Ustarit, donc une petite ville, où il y avait eu un marginal un peu déséquilibré avec un suivi médical. Et donc a suivi une jeune dame jusqu'à chez elle, s'est introduite chez elle, l'a violée et l'a tuée. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de cette histoire. C'était où précisément, redites? À Ustarit. Oui, c'était... Voilà. D'accord. Il y a 5 ans, Et c'était un déséquilibré. Et c'était un déséquilibré, et le problème aujourd'hui... Qui n'aurait pas dû être en liberté, quoi. Qui aurait dû être placé dans un établissement. C'est le problème de la psychiatrie aussi. Le problème, c'est le suivi, parce qu'en fait, quand on se rend compte, ces personnes-là, ils ont un suivi, mais ils n'ont pas d'obligation. Voilà. Donc ils sont dans la nature, et personne ne s'interpelle à dire, où en est cette personne-là, mentalement, moralement? Est-ce qu'elle a un suivi, un traitement aussi? Est-ce qu'elle le prend? Donc le problème, c'est le suivi, tout simplement. Mais oui, vous avez raison de rappeler ce fait divers terrible et sordide. Mais en fait, tous ces cas, me semble-t-il, posent une question mais fondamentale. Décidément, il n'y a pas grand-chose qui roule dans notre pays. C'est l'effondrement des moyens de la psychiatrie en France. Bien sûr. C'est un effondrement des moyens. On parle beaucoup de l'hôpital public, mais dans l'hôpital public, il y a aussi la psychiatrie, et la psychiatrie n'a quasiment plus de moyens. Les experts le disent. Donc, des irresponsables qui courent les rues parce qu'ils ne prennent pas leur traitement ou parce qu'ils ne sont pas suivis, c'est aussi une question de moyens. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, ces personnes-là, quand elles sont condamnées, se retrouvent en prison, un lieu où elles ne devraient même pas être. Ils devraient être en établissement spécialisé, sûrement pendant X temps, voir l'évolution de sa capacité mentale.
voilà. Mais malheureusement, en fait, au même titre que l'hôpital, oui, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent en France. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et de la violence qui est entre guillemets gratuite et terrible, qui nous conduit à ces meurtres, à ces drames à chaque fois. Nous en reparlerons avec Valérie Expert dans un instant et ses débatteurs. Mettez-vous d'accord avec Valérie comme chaque matin. Il est 8h57. Merci de nous avoir suivis. Demain matin, je vous donne rendez-vous du côté de Toulouse. Je serai donc au marché d'intérêt national, le mine de Toulouse. Circuit court, formation des prix. Je serai avec les producteurs, les grossistes, les commerçants pour voir comment, évidemment, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure sur l'alimentation, beaucoup d'interrogations. J'y serai demain et puis demain après-midi avec des auditeurs privilégiés qui ont gagné parce qu'ils ont joué. Rencontre avec Antoine Dupont, le rugbyman, le meilleur joueur du monde au stade Ernest Vallon demain après-midi. Allez, bonne journée.